Moi, j'avais une question, parce que toi, tu fais de l'hypnose. Tu m'as dit que Oui, tu faisais de l'hypnose. c'est ça. C'est un mot qui est vaste, qui est grand, Oui. on a tous une version de l'hypnose, je pense. Surtout la version en spectacle, euh, des choses qui sont un peu irréelles, où on a l'impression de pas contrôler. Qu'est-ce que c'est l'hypnose, en vrai? Alors, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, mais c'est un état assez naturel qu'on va vivre tous une à plusieurs fois par jour. En gros, on a, pour vulgariser, hein, même si c'est pas exactement comme ça que c'est matérialisé, on parle du cerveau gauche et du cerveau droit. Le cerveau gauche, ça va être le cerveau de la pensée logique, celui qui fait qu'on est en train de parler ensemble aujourd'hui. Et le cerveau droit, ça va être une autre partie, donc la partie plus inconsciente, qui va, elle, plutôt dialoguer avec de la symbolique, des émotions, des sensations, et c'est ce qu'on appelle un petit peu le cerveau du rêve. C'est cette partie du cerveau qui va prendre le dessus quand on est en état d'hypnose. Et on va essayer de chanter la partie du cerveau gauche, donc le pensée logique, au bénéfice de cette partie-là du cerveau qui a un potentiel très très important parce que c'est un peu l'automate du corps humain, c'est celui qui fait qu'à tout moment on a notre température corporelle, tous nos organes qui fonctionnent au même moment, notre respiration auquel on n'a pas besoin de penser Ouais, pour que ça tout à fonctionne fait. naturellement. De la même manière, l'état d'hypnose va amplifier cet état-là secondaire et venir dialoguer avec cette partie-là, qui est l'automate, mais pas que l'automate, mais qui gère aussi beaucoup de paramètres, et notamment des croyances limitantes, des comportements qui ont été appris à une certaine période de la vie des personnes, mais qui à un moment donné ne sont plus utiles. Et sauf que autant cette partie du cerveau, donc l'inconscient, est une fabuleuse machine à apprendre de son expérience, autant il n'est pas programmé pour revoir et réviser son expérience si on ne lui demande pas de le faire. D'accord. Et l'hypnose, en fait, va permettre euh, de solliciter cette partie-là et de trouver d'autres moyens de faire que des comportements qui peuvent être gênants, des D'accord. attitudes, etc., des Comme par croyances exemple les limitatives. addictions, comme par exemple toutes ces choses-là qu'on a du mal à abandonner Oui, une fois qu'on est dedans. Ok. exactement. Et est-ce qu'il y a des moments où on est en état d'hypnose dans la journée et on s'en rend pas compte? Oui, alors l'état d'hypnose, il se vit par quasiment tout le monde tous les jours. Déjà, l'état d'endormissement le soir, c'est un état pré-hypnotique, D'accord. mais pas que. On va aussi avoir des moments dans notre journée où on est en train de conduire d'un point A à un point B, si c'est un trajet familier. Parfois, on l'aura fait tellement automatiquement qu'on ne se rappellera pas ce qui s'est passé entre le point A et le point B, Sans nous mettre en danger. sans nous mettre en danger parce que l'automate a appris à faire et il considère que c'est dans les automatismes. D'accord. Ok. C'est quand même quelque chose qui, quand on en parle comme ça, c'est très abstrait. Comme tu disais, c'est le cerveau droit, donc tout ce qui est l'imaginaire, tout ce qui est des choses qu'on ne maîtrise pas finalement, puisque c'est inconscient. Mhm. C'est quand même quelque chose pour les personnes qui sont très pragmatiques, comme moi par exemple, très rationnelles. Oui, Je me dis, c'est pas quelque chose vers lequel j'irai facilement, parce que ça, en fait, ça fait flipper, quoi. oui. Je comprends que c'est un état où les personnes ont souvent cette peur de perte de contrôle. Ils ont aussi l'impression peut-être parfois qu'on va leur faire révéler des secrets ou Tout à fait. les mettre dans un état qu'ils ne maîtrisent plus, où ils vont découvrir une partie d'eux-mêmes qu'ils connaissent pas du tout. Non, en fait, c'est vraiment plutôt, et c'est ce que je dis moi en début de séance et d'accompagnement, c'est vivez l'expérience comme vous avez envie de la vivre. Déjà, pas pour me faire plaisir, vivez-la comme vous vous sentez à l'aise de le vivre. Ça présuppose quand même, premièrement, une confiance avec le thérapeute C'est ce que j'allais dire, ouais. indispensable, Mm. et aussi un lâcher-prise personnel. Et ça peut prendre plusieurs séances. Les gens qui pensent que on fait de l'hypnose en une séance et qu'on résout tous ces problèmes, alors oui, ça va peut-être arriver sur une personne parce qu'on arrive à l'amener et qu'elle est naturellement très suggestible. Mais la plupart des gens, c'est un entraînement. Entraîner son cerveau à aller, à se laisser aller à cet état-là. Et je le dis souvent, il n'y a pas, il n'y a pas réellement d'hypnose, c'est vraiment de l'auto-hypnose guidée. Et le bon accompagnateur et le bon thérapeute en hypnose, c'est la personne qui va guider uniquement une personne qui accepte de rentrer dans cet état-là. Donc à la question, est-ce que c'est de la manipulation, est-ce qu'on va faire des choses à des personnes qui n'ont pas envie de les faire, ça n'arrive pas.
D'accord. Donc ça veut dire que si je reprends l'exemple, par exemple, que je connais, que tout le monde connaît d'ailleurs, d'un fameux hypnotiseur de grand public Oui. qui hypnotise 2-3 personnes sur scène, ça veut dire que ces personnes-là sont consentantes de faire la poule et le canard et de faire rire toute une assemblée. Exactement. Alors, pour reprendre un petit peu, donc les spectacles de Mesmer, d'ailleurs j'en ai vu un en avril à Toulouse, parce que aussi j'avais besoin de constater la manière dont ça fonctionnait. On va avoir un public qui est très large, il y a plus de 1500 personnes dans la salle. Il va faire des tests rapides, et assez rapidement, il les amène d'ailleurs dans la séance, pour aller repérer. Et naturellement, il y a à peu près 2% de la population qui sont très suggestibles. Il va les repérer par des tests simples. Excuse-moi, juste quand tu dis suggestible, c'est des personnes qui sont... Ouais, alors des personnes qui sont suggestibles, c'est des personnes qui sont réceptives à l'hypnose, tout simplement. Okay. Ils ont une capacité à rentrer en état d'hypnose qui est très accrue. D'accord. Et on voit que naturellement, il y a à peu près 2% de personnes dans la population qui ont cette capacité à rentrer très rapidement en état d'hypnose. Et donc, il va les repérer dans la salle, et en fait, eux vont souvent, sur un premier test, rester dans le test en fait assez longtemps, et ça va se voir parce qu'il les fait se lever, il leur fait faire des choses que normalement, dans un état pas hypnotique, on ferait pas. D'accord. Pour autant, ces personnes-là qui sont très suggestibles, qui montent sur scène, quand elles vivent ça, en fait, il y a une partie d'elles qui ont envie de vivre ça et qui acceptent de vivre ça. Si à un moment donné, le test devenait de faire quelque chose qui était contre les valeurs de la personne sortirait d'état d'hypnose naturellement. D'accord. Donc cet état de manipulation, en fait, elle est un peu fantasmée. Hein. En réalité, déjà, on ne peut pas ne pas communiquer. Ça, c'est les bases de la programmation neurolinguistique. Toute communication, en fait, est une suggestion. Depuis notre tendre enfance, nos parents, notre famille, notre éducation nous suggèrent des choses. Oui, tout à fait. Et l'hypnose, en fait, donc je m'intéresse beaucoup à ce que fait aux travaux de Kevin Finel, t'explique qu'en fait, ce serait plutôt venir se sortir de l'état d'hypnose que de réellement rentrer dans un état d'hypnose. C'est une autre manière de faire. On est tous dans un état d'hypnose de notre environnement, de notre éducation, de nos croyances limitantes. Et l'idée, en fait, c'est de reprendre le leadership là-dessus. Et c'est que la personne reprenne son pouvoir personnel. C'est perçu comme une perte de pouvoir, et en réalité, c'est une reprise de pouvoir. Exactement, sur c'est ce que j'allais dire. Un maître aveugle qui est l'inconscient. Ouais. D'accord. Il y a quand même plein de choses à intégrer. Et finalement, c'est plutôt bénéfique. Exactement. Et un point important aussi sur lequel je souligne, et ce que je regrette aussi dans certaines pratiques, c'est que l'hypnose, le but unique, et en tout cas c'est ma pratique, c'est de rendre la personne autonome le plus rapidement possible. Autonome dans son auto-hypnose, en fait. Autonome dans sa gestion de sa partie inconsciente et dans sa capacité à se reprogrammer seule. Ouais. Pour ça, en effet, l'idée, c'est de pouvoir poser ce qu'on appelle des ancrages. Alors, un ancrage, ça peut être un geste de la main, ça peut être un geste plus un mot, etc., qu'on va se dire, et à ce moment-là, ça va nous ramener dans un état d'hypnose qui aura été induit dans une séance avec un thérapeute. Cet ancrage-là permet de retrouver l'état d'hypnose le plus profond, en tout cas pour pouvoir faire de l'état hypnotique, et de pouvoir soi-même s'enregistrer des audios, des vocaux, pour pouvoir se reprogrammer sur plein d'aspects de sa vie. Ça peut être plein de choses. Et l'idée, c'est vraiment de viser la personne à être autonome. Par son ancrage, elle va retrouver un certain état qui la sort de ses difficultés, de ce qu'elle peut vivre de difficile. Et on peut programmer un ancrage pour plein de choses. Pour plein de choses, ok. T'as un exemple, par exemple ? Pour le stress et l'anxiété, donc moi, c'est une thématique qui m'est chère, parce que pour le coup, moi, c'est grâce à ça qu'il y a 10 ans, j'ai connu l'hypnose. Moi, par exemple, j'ai cet ancrage-là, c'est... le pouce et l'index qui se touchent. Il a été programmé de façon à ce que quand je fais cet ancrage-là, tout d'un coup, malgré une tension, un stress intense, etc., je vais retrouver un état complètement serein, complètement calme. Ça va chanter complètement mon conscient qui est en train de s'emballer et en train de me raconter des scénarios catastrophes, et je reviens dans un état beaucoup plus calme. Et en combien de temps ? Au bout de 30 secondes. D'accord. Mais encore une fois, c'est de l'entraînement. C'est le cerveau. Pratiquer. Il faut pratiquer. Quand le thérapeute va poser un ancrage, ou la personne qui vous accompagne en hypnose, il faut le pratiquer le plus souvent possible quand la difficulté se présente. Et le chemin ensuite est tracé de plus en plus. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi, cet ancrage, je l'ai tellement utilisé que parfois, je me rends compte que mon inconscient, l'ayant automatisé, comme le fait de marcher, le fait de faire ses lacets, l'a mis en place tout seul. Et je retrouve mes 2 doigts collés, j'en avais même pas conscience.
Et je me rends compte, je me dis, tiens, c'est bizarre parce que je me sens calme et je vois mes 2 doigts collés et je me dis, bah, en fait, Parce il l'a qu'en fait, automatisé, inconscient. il Ah a eu oui, besoin, d'accord. il l'a commandé. D'accord. Ça, c'est après beaucoup de pratiques, après 6 mois, 1 an d'avoir fait beaucoup d'auto-hypnose. Enfin, moi, je pratique beaucoup parce que je considère que dans tous les cas, on peut pas accompagner des gens par cette pratique si on l'a pas Ben, beaucoup bien sûr. pratiqué soi-même. Bien Et moi, sûr. j'ai été Ouais, accompagnée en hypnose avant de d'accompagner pratiquer. d'autres Ouais. personnes. Et c'est un outil fabuleux. C'est un outil qui... le cerveau a une capacité de ne pas faire la différence entre ce qu'il voit quand il a les yeux fermés et ce qu'il voit quand il a les yeux ouverts. C'est fabuleux, c'est-à-dire qu'il va se créer lui-même ses états internes et paramétriques pour revivre ces états-là. Et avec un simple contact de 2 doigts, on peut arriver à un état émotionnel prédéfini. Et à l'inverse, d'ailleurs, il y a des points d'ancrage négatifs qui sont posés à un moment donné de la vie des gens sur des gros traumas, des gros stress. Quelqu'un qui va être dans des attentats, le bruit d'une détonation, Mm. etc., va devenir insupportable et va ramener dans l'état émotionnel qu'il a vécu au moment où il a Ah oui, vécu son drame. d'accord. Donc les ancrages existent autant en positif qu'en négatif. Et le bruit, ça peut être un ancrage, par exemple, pour la Le personne son, traumatisée, ouais, le son. le son. Alors D'accord. moi, j'utilise uniquement un ancrage qu'on appelle kinesthésique, donc de la Ouais. gestuelle. Mais un ancrage, il se constitue. En fait, les ancrages très forts, ils ont souvent une composante corporelle, Oui. kinesthésique, le toucher. Ouais. Ils ont une composante auditive, le bruit, et ils ont une composante visuelle, une lumière, quelque chose qu'on voit de particulier. D'accord. Est-ce que du coup, je peux faire un lien avec l'épilepsie et cette lampe qui clignote? C'est-à-dire, Bah, je me dis que l'état épileptique, c'est... alors, je suis pas professionnelle sur le sujet de l'épilepsie, mais c'est le cerveau qui se met en off, tu vois. Et ouais, donc, en fait, quand les épileptiques, on dit bien aux épileptiques de ne pas regarder une lampe qui clignote oui. trop vite. Oui, Pourquoi pas? Enfin, tu vois, c'est de toute façon, ça certainement... fait partie d'un stimuli qui entraîne une réponse cérébrale. Ouais, tout à Donc, fait. on va À partir de ce baser, moment-là. le cerveau fonctionne comme ça. C'est le schéma normal. On perçoit notre monde extérieur et le cerveau va donner une première interprétation. Et suite à cette interprétation-là, il va déclencher un comportement. Ouais. Ce circuit-là, l'épilepsie doit répondre à ce circuit qui est un circuit logique, Complètement. classique Ouais. et cognitif. Et l'hypnose va fonctionner de la même manière. Et en D'accord. hypnose, d'ailleurs, on peut désancrer une encre négative et reposer une encre positive par-dessus, sur ces systèmes d'ancrage. Et est-ce que tu penses que pour l'épilepsie, une personne qui est épileptique, ça pourrait fonctionner? Alors, typiquement, en tout cas moi dans ma pratique, il y a 2 cas dans lesquels je n'accompagnerai pas de personnes. C'est premièrement les personnes qui font de l'épilepsie, ou alors avec un personnel médical, il faudrait qu'il y ait vraiment un accompagnement particulier et spécifique autour. Pour le coup, moi, dans les conditions dans lesquelles je pratique, c'est pas le cas. Donc, Ok. je prends pas de risque. Et en effet, comme eux ont une perception très très forte du stimuli extérieur versus le stimuli intérieur, il y a trop de prise de risque. Donc moi, c'est le questionnaire que je pose en entretien préalable. D'accord. Et ça fait partie des cas que je n'accompagne pas. Ok. Et le deuxième cas, c'est les troubles dissociatifs. Alors, le principe de l'hypnose, on l'a expliqué un petit peu, j'ai essayé d'expliquer comment ça fonctionnait avec la partie cerveau droit, cerveau gauche. Le principe de l'hypnose, quand même, c'est que on a un phénomène de dissociation. C'est ce fameux j'ai l'impression d'avoir été là et pas là à la fois. Mmh. D'être conscient et en même temps Ouais. inconsciemment de... Ouais. Oui, c'est un D'accord. phénomène où on se dissocie, Ouais. on devient duel. En fait, ce fameux conscient-inconscient qui fusionne naturellement, on va les dissocier tous les deux pour que le conscient s'écarte un peu et laisse la place à un dialogue plutôt inconscient. Les troubles dissociatifs, les troubles bipolaires, schizophréniques, etc., on ne peut pas les accompagner parce que justement, l'hypnose accentuant cette dissociation, ou en tout cas une partie de l'hypnose que j'utilise accentuant la dissociation, on va aggraver le problème. Tout à fait. Par Pas contre, il nécessaire. existe une branche de l'hypnose qu'on peut utiliser avec eux, qui eux sont plutôt, qui s'appelle l'hypnose humaniste. Et l'hypnose humaniste, elle est vraiment en élévation de conscience, elle n'est pas en dissociation. Et à ce moment-là, oui, on peut les accompagner, mais sur un autre courant d'hypnose que l'hypnose classique. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs courants d'hypnose, du coup. Voilà. Et du coup, en effet, il y a plusieurs courants d'hypnose. Il y a l'hypnose classique, il y a l'hypnose dite ericksonienne, il y a de l'hypnose hellmanienne. Donc tout ça, c'est des courants d'hypnose qui visent sur la dissociation. Et ensuite, il y a courant d'hypnose
humaniste qui est plutôt une réunification, une hyperconscience, un développement d'hyperconscience qui va plutôt être plutôt que de plonger à l'intérieur de nous, on va s'extraire de nous et prendre une dimension supérieure en fait. D'accord. Si je résume un peu les courants d'hypnose, après il y a tout un ensemble de littérature, mais ce qui est important de savoir, c'est soit on part en dissociation, auquel cas vraiment on rentre à l'intérieur de nous-mêmes et là on dialogue avec l'inconscient, soit on réunit et on essaye de faire ce qu'on appelle une élévation de conscience, une surconscience, une surprise de conscience, Ouais. pour arriver à atteindre un état un peu plus grand que l'état dans lequel on est, des positions un peu plus larges, un peu changer vraiment le point de vue, mais de manière plus comment dire, plus élevée. Ça marche. Je sais pas si j'ai été claire. Bah, en fait, si, t'es clair. Si, c'est clair, mais par contre, je savais pas en fait qu'il y avait autant de Ouais, il y a courants beaucoup de courants. d'hypnose, qu'il y avait. En fait, c'est un peu comme la psychologie. T'as différentes façons de. Okay. Exactement, il y a plusieurs courants. Et puis d'aborder la psychologie et du coup, d'accord, ok, l'hypnose, c'est un peu pareil. Et c'est vraiment un domaine qui est méconnu finalement. Alors, c'est un domaine, aujourd'hui, par exemple, dans le milieu médical, parce que toi, du coup, tu es infirmière. Tout à fait. Tu le sais. Mais même, dans notre milieu, c'est pas quelque chose qui est ultra connu. Tu vois, moi, je l'ai vu avec des sages-femmes, je l'ai vu avec des anesthésistes, sages-femmes lors d'accouchement et anesthésistes lors d'intervention au bloc. J'ai trouvé ça, alors ça, c'était quand j'étais en stage, donc j'ai trouvé ça un petit peu, j'étais un peu dubitative et en même temps, je voyais les faits et je me disais, ok, bon. Donc c'était un élément un peu paradoxal dans la tête où je me disais, ok, ça a fonctionné, mais d'un autre côté, je sais pas comment ça a fonctionné. Le mec était là en train de chuchoter quelque chose à l'oreille de la dame pendant qu'elle se faisait opérer. Bon. Et tout allait bien, elle avait un visage serein, elle était super sereine. J'avoue que je me suis pas plus interrogée que ça dessus parce que peut-être que sur le coup j'ai un peu flippé. Je me suis dit mais plus tard, c'est une fois que j'ai eu mes enfants qu'une sage-femme m'en a parlé et là elle m'a dit vraiment vous pourrez vous abandonner à l'hypnose. Finalement dans cet état hypnotique plutôt, vous pourrez vous abandonner complètement et pouvoir avoir vos enfants sans forcément avoir recours à des éléments médicaux comme la péridurale ou thérapeutiques plutôt comme la péridurale. Alors oui, je connais, mais c'est très peu utilisé. Ouais, c'est quand même très peu connu, très peu utilisé. Et puis finalement, quand je dis peu connu, c'est qu'on n'a même pas vraiment. Ben moi, au sein de mes études d'infirmière, j'ai eu personne qui m'en a parlé, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage, finalement, si on arrive derrière à faire autant de choses. Ouais, alors aujourd'hui, il y a quand même pas mal de centres hospitaliers qui commencent à démocratiser la pratique de l'hypnose. Je sais qu'il y a un domaine médical, c'est la dentisterie, où c'est très utilisé. D'ailleurs, ça vient des États-Unis. Aux États-Unis, plus de 60% des médecins dentistes sont formés à l'hypnose. Et du coup, en France, c'est en train d'être démocratisé. Ça prend du temps parce que je pense aussi que la mentalité française est une mentalité qui a de la défiance, que malheureusement on bénéficie de peu de recherches sur le sujet de l'hypnose aussi, peu de recherches fondamentales avec des résultats précis, des protocoles exacts, des essais cliniques confirmés. On va en trouver certains, mais qui sont peut-être pas suffisamment ciblés. Et on a une forme d'opposition. Déjà, l'hypnose, c'est souvent considéré comme une option de la dernière chance quand on a tout testé.